La TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision première, dont voici les titres. Les derniers événements de la vie politique au Togo étaient au cœur de la rencontre de ce mardi entre les membres du gouvernement et le groupe des 5. Les ambassadeurs ont écouté les représentants du gouvernement togolais sur la situation qui prévaut dans notre pays. Et puis l'aide budgétaire de la France à l'UEMOA a été évaluée et contenue dans un rapport validé provisoirement cette semaine. Il fait état de la gestion des financements octroyés par le gouvernement français aux pays en développement de la zone UEMOA, à découvrir dans cette édition. Voilà donc pour les titres. L'actualité de ce mardi est marquée par la rencontre entre les membres du gouvernement togolais et le groupe des 5. Les diplomates ont échangé avec le gouvernement, les membres du gouvernement sur les derniers développements de la situation sociopolitique du pays, notamment les manifestations de la C14 et des conséquences qui en découlent. Le compte rendu de cette rencontre avec Edem Sousoupo. Au centre des échanges, l'évolution de la situation sociopolitique au démarrage de la campagne électorale en vue des législatives du 20 décembre prochain. Le gouvernement et le groupe des 5, notamment la coordination du système des Nations Unies, la délégation de l'Union européenne, les ambassadeurs d'Allemagne, des États-Unis d'Amérique et de la France ont fait le tour d'horizon des récentes manifestations de la C14 et des conséquences qu'elles ont engendrées. Personnellement, vous avez suivi, comme tous ceux qui regardent un peu sur les réseaux sociaux, une vidéo et des commentaires. Donc, les deux corps, d'abord c'est un premier corps qui a été signalé à la gendarmerie vers 13 h. Et l'équipe de la gendarmerie est allée pour le constat. Un enfant de entre 16 et 17 ans. Qui était fauché. Dans un premier, on nous disait par balle. Effectivement, après la radiologie, a su que c'était des billes. Des billes, c'est-à-dire des chevrotines. Quelques instants après. Des quoi? Des billes, c'est quoi? Des billes. Les chevrotines, c'est-à-dire les cartouches 12 mm pour la chasse. Okay. Pour la chasse. Voilà. Donc, c'est les deux victimes d'ailleurs, après les analyses à la radiologie. Les deux victimes ont succombé de l'effet des billes. Donc je disais tout à l'heure que le but essentiel de notre rencontre, c'est faire la situation de cette présence du chef d'état-major général sur les lieux. Le chef d'état-major général, le général Kadanga, c'est un soldat. Et dans la vie militaire, on dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Et il a commandé des unités et jusqu'au jour d'aujourd'hui. À chaque fois quand il y a des manifestations, lorsque les unités sont sur le terrain, il a l'habitude de se déplacer pour aller voir est-ce qu'il n'y a pas des points à corriger. Fait des observations et il rentre. Donc c'était déplacé vers 11 h à Torkopé où il y avait des problèmes. Donc il a évolué dans le quartier Feu de Puy et arrivé à un moment, il y avait une barricade. C'est-à-dire ils ont mis des branches, des troncs d'arbres, des tables. Il évoluait tout lentement jusqu'à ce point. Quand il est arrivé, il y avait des gens, ce que nous appelons dans notre jargon une barricade tenue, c'est-à-dire une barricade où vous avez et les manifestants qui restent sur la barricade. Quand il a vu, il a demandé à son chauffeur de faire marche arrière. Quand son chauffeur faisait marche arrière, il a l'habitude de rester à la place non chauffeur.
Au moment où le chauffeur faisait la manœuvre pour rebrousser chemin, son escorte a sorti sa carabine. Quand il a sorti l'arme, le général l'a aperçu à travers le rétroviseur. Immédiatement, il a dit faire rentrer ça. Et rentrer ça. On a vu des gens qui étaient toujours debout sur la barricade. Il y avait même un motocycliste qui suivait derrière, à bord de sa double cabine, bien immatriculée, bien lisible. Donc il a rebroussé le chemin pour partir. Mais le témoin qui a appelé la gendarmerie pour dire il y a un corps qui gît dans le sang, c'est un endroit plus loin que du lieu où le général est arrivé. Et ce témoin disait que c'est un véhicule 4x4 de couleur noire sans plaque d'immatriculation qui était dans le secteur. Sûrement, d'où le coup a fauché le petit dans un premier temps, le petit. Et c'est ça qui a motivé le gouvernement à faire un communiqué le samedi soir pour préciser. Il a été signalé dans le secteur où les corps ont été retrouvés un véhicule 4x4 de couleur noire sans plaque d'immatriculation. Parce que nous avons le lendemain déjà vu sur les réseaux sociaux, voilà, et le général était là-bas, et pour moi, les gens ont vite fait de dire que le général était là, donc les témoins, même les manifestants qui étaient sur la barricade ont témoigné, il n'y a jamais eu de coup de feu là où le général est arrivé. Donc les deux corps ont été déposés à l'hôpital de Kégué. Et nous avons demandé à Mme Polo d'inviter au moins 2 organisations de défense des droits de l'homme pour participer à la constatation. Donc elle a invité 2 organisations de défense des droits de l'homme qui ont assisté le médecin légiste au niveau de Kégué. C'est dans les détails, après la radiologie, qu'on a constaté que le deuxième corps également était touché par bille. À Sogodé, ça a vraiment dégénéré. Ça a vraiment dégénéré. Donc, c'est le lendemain qu'on nous a signalé à Sogodé, il y a quelqu'un qui a été bastonné et il a succombé de ses blessures le lendemain. Donc, ça faisait un mois à Sogodé, le dimanche. Et ça me parlait des casses de la maison du chef spirituel qui a été saccagé, les véhicules caillassés, le commissaire des impôts, son véhicule a été caillassé. Donc il y a eu également des interpellations, il y a eu 28 interpellations à Sokodé et Lomé. Sans parler des blessés parmi les forces de l'ordre. Le gouvernement a expliqué au groupe de 5 les raisons liées à l'interdiction des manifestations de la C14 en cette période de la campagne électorale qui a démarré le 4 décembre dernier. Je disais clairement à la coalition qu'elle ne pourrait pas faire ces manifestations. Pourquoi? Parce qu'elle a dit clairement qu'elle veut empêcher le scrutin. C'est différent de « je suis contre le scrutin ». C'est 2 attitudes différentes. À partir de ce moment-là, les lois togolaises, il y a 2 lois dans le cas d'espèce. Il y a d'abord la loi sur les manifestations, qui n'est pas abrogée pendant la campagne. Les gens disent, c'est comme si pendant la campagne, aucune autre loi ne doit être appliquée. Non, c'est des histoires. Et cette loi sur les manifestations, en son article 16, dit clairement que s'il y a risque de troubles à l'ordre public, il faut interdire la manifestation. C'est très clair. À part de mots, la coalition dit qu'elle veut empêcher la tenue des élections. Et elle veut manifester dans la ville pour cela, dans les différentes villes, où se tiennent légalement la campagne électorale. Nous disons qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Parce que l'article 70 du Code électoral dit que pendant la campagne, les partis politiques et autres peuvent aller où ils veulent, le candidat, pour pouvoir présenter leur projet de société. La coalition ne peut pas dire qu'elle est en campagne puisqu'elle veut empêcher le scrutin. Donc elle ne peut pas entrer en campagne. Le point sur le nombre exact des détenus des manifestations a été également fait au groupe des 5. Jusqu'à présent, ceux qui étaient encore détenus étaient au nombre de 42.
mais ce sont des inculpés. C'est-à-dire que c'est les juges d'instruction qui gèrent leur procédure. Et il y a une partie de la procédure qui se trouve à Sokodé, au TPI de Sokodé, et une partie, il y a 2 dossiers, et il y a une partie de la procédure qui est gérée à Mango, devant le juge d'instruction de Mango. Ok. Bon, ces procédures sont arrivées à leur fin, parce que les juges d'instruction ont pris leur ordonnance de clôture, et dans les jours à venir, je crois, on verra une suite, n'est-ce pas? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ces personnes, peut-être une partie de ces personnes qui seront jugées conformément à la loi. Parce que nous, on ne peut pas dire au juge, rendez la décision dans tel sens ou dans tel autre sens, ce n'est pas possible. Hein? Si les juges estiment que ces personnes sont coupables, elles doivent être maintenues dans les délais de la prévention et eux, ils vont condamner. Quitte maintenant à l'autorité, à la plus haute autorité, donc de décider de leur libération. Bon, à l'heure actuelle, donc il y a de nouvelles personnes qui ont été déférées à la suite des dernières manifestations. À Lomé, nous avons 3 dossiers à gérer. Le premier dossier, il y avait beaucoup de personnes, mais on en a déjà laissé pas mal. Donc dans le premier dossier, il y a 7 prévenus. Dans le deuxième dossier, il y a également 7 prévenus. Et dans le dernier dossier, il y a 19 prévenus. Ça, c'est à Lomé. Donc pour le nouveau dossier, il y a 19 prévenus au niveau de Bafouléo que nous allons aussi bientôt juger. Non, enfin, il ne nous a pas été présenté à la justice, n'est-ce pas? Il n'a pas été déféré des personnes arrêtées dans le cadre des nouvelles manifestations. Donc, nous n'avons pas de procédure judiciaire. Le gouvernement dit avoir ouvert une enquête pour élucider les conditions dans lesquelles les décès ont lieu lors des manifestations. Et dans le cadre des préparatifs des législatives prochaines, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC rappelle les règles de déontologie aux hommes de médias. Les responsables de la RAC étaient face aux journalistes de la région des Savanes, une occasion pour leur remettre également le code de bonne conduite. Désiré Aloy pour le compte-rendu. Les médias ont un rôle important à jouer en période électorale. Le Togo vit actuellement un processus électoral et il y a une catégorie de médias qui a droit à la couverture médiatique, notamment la campagne électorale. La HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, représentée par son vice-président Octave Olympio, à la rencontre de ces médias, leur remettre le code de bonne conduite et leur rappeler leur ligne de conduite. Il n'y a que les radios et la presse écrite commerciale qui peuvent couvrir les élections. Les radios, que ce soit les radios ou la presse confessionnelle, communautaire, ne peuvent pas. Et les radios rivales non plus. Je viens leur rappeler toutes ces règles et aussi leur remettre le code de bonne conduite. Le journaliste doit faire son travail de journaliste. Il doit recueillir les informations, analyser les informations et transmettre les informations à la population, donner des conseils à la population et orienter la population. Mais par contre, le journaliste ne doit pas se mettre à la place que ce soit des hommes politiques ou toutes les personnes qu'il a interviewées ou qu'il a rencontrées. Il doit rendre compte. C'est par ce travail qu'on peut avoir la paix, que toutes les élections peuvent se dérouler dans la paix. Et c'est le souhait de tout le monde. Donc la HAC va veiller à ce que
ces consignes soient respectées strictement. Dans les savanes, Radio Courtoisie à Dapao, Nafa à Mango et la presse écrite Mango Matin, médias à caractère commercial, ont accès. Les médias cibles visités reconnaissent leur rôle, leur devoir, analyser et rendre compte, tout en respectant la ligne de conduite pour jouer à l'apaisement. Nous sommes la seule radio habilitée à couvrir la campagne électorale de ces élections législatives de cette année 2018 à Mango ici. Et donc le vice-président est venu nous rappeler nos tâches, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, les émissions radioactives, comment les cadrer pour qu'il n'y ait pas de débordement. Et il nous a dit qu'on doit beaucoup plus travailler pour l'apaisement. Nous sommes tout à fait prêts à respecter la ligne de conduite parce que c'est notre rôle à informer, à éduquer, et il faut éduquer et informer dans de bonnes conditions, dans le sens à consolider la paix dans notre pays. Pris conscience avec sa visite de notre rôle social, du maintien de la paix, du maintien de la stabilité. Mon organe, à travers ma voix, remercier la HAC pour vraiment sa visite qui nous a rappelé le rôle que nous devons jouer pour le bon déroulement de ces élections. Une rencontre qui fait suite aux différentes séances de formation organisées par l'instance de régulation, la HAC, pour recadrer les médias dans leur rôle, leur cahier de charges défini pour contribuer à l'édification de la paix en période électorale. Et parlons de ces élections, justement, des acteurs qui animent la vie politique, la vie des partis politiques au Togo. Les femmes représentent une proportion très importante. On les retrouve à divers postes au sein de leur formation politique. Et à quelques jours des législatives du 20 décembre, nous avons rencontré certaines qui font partie des comités à la base et qui ont d'énormes attentes en ce qui concerne l'issue de ces échéances. Élections législatives, préoccupation des femmes dans les partis politiques, c'est un dossier signé Augustin Kossi. Les femmes, à les voir, elles sont dynamiques et engagées sur tous les fronts de la vie socio-économique et politique du pays. Celles que voici font partie des responsables des comités à la base des partis politiques. Elles mènent diverses actions en faveur du bien-être des populations et se préoccupent de ce que demain sera fait pour le Togo. Et à quelques jours du scrutin du 20 décembre et en pleine campagne électorale, leurs préoccupations sont encore grandes. Législatif 2018, on sait que tout va aller bien, surtout notre candidat qu'on nous a choisi. S'il est député pour nous dans le canton, ça va nous aider beaucoup parce qu'il est autochtone, donc il connaît nos besoins. On a besoin de la paix. On va leur dire nos besoins et il va les amener là-bas dans l'Assemblée pour que le chef de l'État sache que vraiment il y a un canton ici. Nous entendons la paix. Nous voulons la paix dans nos foyers, la paix dans nos milieux, la paix partout là où nous sommes. Ou bien nous n'aurons pas peur de sortir, aller quelque part. Quand il y a la paix, tu peux sortir, aller là où tu veux, revenir à la maison sans problème. Au-delà de la paix, du vivre ensemble et de la consolidation de l'état de droit, le 20 décembre, pour elle, reste un espoir et doit marquer un nouveau départ pour la croissance socio-économique du Togo. Elle souhaite que, main dans la main, toutes les forces vives du pays s'unissent pour bâtir une nation prospère. Nous sommes une commune très jeune qui vient d'être créée. Nous avons donc besoin de beaucoup d'infrastructures d'abord. Il y a des rues bouchées, il faut les déboucher pour laisser passage aux gens. En tant que femmes, nous les femmes, il y a beaucoup de nos sœurs qui sont commerçantes. Pour leur faciliter le déplacement, ça réduit le coût de déplacement et ainsi de suite. Toute personne aspire au bonheur. Nous avons l'électricité, mais il y a vraiment insuffisance de poteaux. Nous allons leur demander de nous favoriser l'installation des transformateurs. Là où il y a électricité, il y a baisse également. Donc les transfos, les poteaux électriques pour alimenter les gens. Actuellement, tous les jeunes utilisent l'électrique, comme vous le savez, c'est le courant qui fait le travail. L'ambition des femmes au sein des partis politiques au Togo est donc déterminante. Leur implication dans le débat politique met en avant un intérêt particulier, œuvrer pour le renforcement de la cohésion sociale pour un développement durable.
et vous suivrez les préoccupations de la jeunesse dans nos prochaines éditions. Et à chaque campagne électorale, à chaque élection, on va dire, 7 thèmes. Et ils vont de l'emploi des jeunes à la parité genre, en passant par la santé ou encore l'agriculture. Tout dépend des priorités des populations à la base. Alors, quel thème choisir pour une bonne campagne électorale? Élément de réponse dans ce dossier de Esther Laclé. L'actualité politique et sociale est essentiellement axée sur la campagne électorale pour les législatives du 20 décembre prochain. Les candidats, dans leur opération de charme, ne manqueront pas de thèmes pour séduire l'électorat. Santé, éducation, agriculture, emploi des jeunes, l'épanouissement de la femme seront sans doute des thèmes de référence. En matière de santé, des efforts sont faits pour une couverture sanitaire plus large, mais les défis restent à relever. L'éducation ne passera pas sous silence, même si le gouvernement a multiplié des initiatives pour l'amélioration des conditions de vie et de travail et surtout le volet éducation inclusive. Autre priorité, l'agriculture avec notamment la création des agropoles, le mécanisme incitatif de financement agricole. Les perspectives de ce secteur et les opportunités d'emploi qu'il offre aujourd'hui seront évoquées. L'agriculture aura un grand intérêt pour les jeunes et le monde rural. Les jeunes et l'emploi constitueront un autre axe majeur de cette campagne électorale. Aux questions sociales et du bien-être vont se greffer des questions de démocratie et de droits de l'homme, dominées par la parité genre, la scolarisation de la jeune fille et l'accès des femmes aux postes de responsabilité. L'on note d'ailleurs une forte présence des femmes en tête de liste pour ces législatives. Toutefois, chaque localité a ses priorités. Il revient donc à chaque candidat de savoir séduire son électorat sur des thèmes pertinents sans trop de démagogie. Ce communiqué de la CENI pour poursuivre à présent, les membres des bureaux de vote BV désignés conformément au code électoral pour siéger au sein des bureaux de vote sont priés de se mettre en rapport avec les présidents de leur CELI de rattachement pour connaître les dates et lieux retenus pour la formation. Les listes nominatives peuvent être consultées au siège des commissions électorales locales indépendantes CELI et dans le quotidien national d'information Togo Presse des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018. Je vous le disais en titre également, une rencontre de validation du rapport provisoire de l'évaluation de l'aide budgétaire de la France à l'UEMOA se tient depuis hier à Lomé. Il s'agit d'évaluer donc la gestion des financements de la France et apporter des améliorations pour une communauté UEMOA tournée vers le développement. Les précisions avec Ramdan Bassina. Depuis 2005, la France apporte une aide budgétaire globale de 13 milliards 119 millions de francs CFA chaque année pour soutenir le programme économique régional de l'UEMOA. Une aide censée impulser une dynamique de croissance plus forte à l'économie régionale à travers des projets de développement. 10 ans après la mise en œuvre de cette aide, une évaluation s'impose. Les experts venus de tous les pays de l'espace communautaire analysent la gestion de cette aide. Dans ce contexte, la réunion d'aujourd'hui est en fait une réunion articulée autour de deux volets. Il s'agit d'une part de valider le rapport d'évaluation de la mise en œuvre de l'aide budgétaire globale. Ça fait de l'autre côté, nous devons, au cours de cette réunion, élaborer une réflexion sur les orientations qui vont fonder la troisième génération du programme économique régional. C'est pour cela que cette réunion est extrêmement importante et elle regroupe autour des cadres de la commission de l'UEMOA, des experts de la commission de l'UEMOA, l'ensemble des experts et des points focaux du programme économique régional dans les États membres. L'aide budgétaire française a permis d'améliorer le bien-être des populations à travers des projets concrets comme la lutte contre l'érosion côtière, l'hydraulique villageoise, la réalisation des postes de contrôle juxtaposés. Le ministère de l'économie et des finances du Togo voit en cette démarche de bonne gouvernance une volonté de la commission de l'UEMOA de promouvoir la culture de la gestion axée sur les résultats et de reddition des comptes auprès des populations bénéficiaires.
Et on en vient à cette tournée d'une délégation du ministère en charge de l'agriculture dans la région centrale. À Soukodé, précisément, la délégation était entre autres sur les chantiers de construction de magasins de stockage de produits agricoles. Le compte rendu avec la marque Bojuna. Visite de terrain pour le suivi et évaluation des projets en cours d'exécution à Soukodé par le ministère en charge de l'agriculture. Première étape, comment où ce gigantesque magasin est en construction, les travaux prennent un léger retard. La délégation a eu droit aux explications de la part du maître d'œuvre sur l'évolution du chantier. Direction Yelivo, dans le canton de Karatao. Ici est réalisé depuis 1 an le projet d'installation d'une usine de production d'huile, de soja et d'arachide. Les techniciens sont à la phase d'essai, c'est dire que tout est fin prêt. C'est plutôt en train de bien se passer. On a vu depuis la réception du produit, la transformation, le nettoyage du produit, les graines de soja, jusqu'à la trituration, l'huile brute qu'on a pu recueillir. On est allé au raffinage avec tout le processus et nous sommes devant maintenant le remplissage. Donc c'est dit que tout le circuit est complètement opérationnel à présent. D'une production à l'autre, quand on aura des céréales, on a les produits, qu'on ne se dise pas où est-ce qu'on va garder ces produits. Donc le gouvernement, dans sa magnanimité, a également investi dans la construction de magasins. Nous avons pu visiter l'état d'avancement de la construction d'un magasin de 3000 tonnes grâce à l'appui de l'UEMOA et on a pu voir l'avancée des travaux. Nous pensons que très rapidement, nous pourrons avoir un autre magasin qui viendra s'ajouter aux 2 autres qu'on a déjà réceptionnés sur les 5 qui sont à construire dans toutes les régions. Nous profitons pour remercier tous les partenaires techniques et financiers. En premier, la Banque mondiale, à travers le projet d'appui au secteur agricole qui a appuyé ce projet jusqu'à sa réalisation. Ici et là, les instructions sont données afin que les travaux se déroulent en temps réel pour que les bénéficiaires entrent dans les meilleurs délais dans leurs droits. Au-delà de ces projets, le ministère de l'Agriculture développe dans la région divers projets, notamment les AP, la promotion de la production d'anacarde et la ferme agricole moderne d'Abachang pour l'expérimentation des semences. Le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Togo, 6 pays transfrontaliers de l'Afrique de l'Ouest partagent un bien, le fleuve, la Volta. Pour pouvoir assurer donc une gestion durable des ressources en eau de ce fleuve, les États riverains ont entrepris d'élaborer ce que l'on nomme une charte de loi pour le bassin de la Volta. Les termes du projet et les études préliminaires ont été déjà réalisés et les conciliabules sont en cours pour son harmonisation et sa validation. Augustin Kossi nous en parle. Situé entre 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, la Volta est un fleuve transfrontalier très riche en ressources halieutiques et en eau. Afin d'assurer une gestion durable de ces ressources, les États partis, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo, ont signé la convention portant statut du fleuve Volta. La convention crée également l'autorité du bassin de la Volta en 2007 et est entrée en vigueur en août 2009. Des principes de bonne gouvernance et de protection de l'environnement ont été mis en place dans le cadre de l'amélioration de la gestion en eau de ce bassin transfrontalier. L'autorité du bassin de la Volta a alors adopté un plan stratégique 2015-2019 dont certaines activités ont été déjà réalisées avec l'appui de la Banque mondiale. Et c'est à travers le projet de mise en œuvre du programme d'action stratégique du bassin de la Volta. La composante 1 de ce projet porte essentiellement sur l'élaboration d'une charte de l'eau du bassin de la Volta. Et c'est justement cette charte qui viendra préciser les rôles et responsabilités des pays riverains en ce qui concerne l'utilisation des ressources en eau et le renforcement du mandat de l'autorité du bassin de la Volta. Elle définit clairement aussi les principes qui permettent la gestion durable des ressources en eau du bassin et ceci d'une manière intégrée.
Et pour mieux comprendre encore une fois cette charte de l'eau sur le bassin de la Volta, nous sommes sur ce plateau avec le directeur exécutif de l'ABV, autorité du bassin de la Volta, M. Robert Yaovi Dessoissi. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir madame. D'abord, dites-nous, parlez-nous un peu déjà de l'ABV, l'autorité du bassin de la Volta. Merci madame. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir à toutes les populations partageant ce bassin. Avant d'aller dans les détails sur l'autorité, je voudrais très brièvement vous présenter le bassin physique. La Volta, un cours d'eau qui a 1850 km de long, avec 3 bras principaux. Pandjari Oti, Volta blanche, qu'on appelle encore Nakambe, et la Volta noire, qu'on appelle le Moon. Ces 3 bras se rejoignent et forment le lac de la basse vallée de la Volta. N'oubliez pas qu'il y a un barrage, le barrage d'Akosombo, qui crée un lac artificiel. Ce lac artificiel a 550 km de long et une superficie de 8502 km², soit le plus grand lac artificiel au monde qui se trouve dans notre bassin. Le reporter l'a dit, 6 pays qui partagent ce bassin. Autrement dit, chaque pays doit obéir à un certain nombre de règles dans les conventions dont ils sont États partis. Pour mieux gérer cette ressource partagée, nos États l'ont compris, ils se sont mis ensemble, ont fait le processus qui a abouti le 19 janvier 2007 à Ouagadougou à la création de l'autorité du bassin de la Volta. L'autorité du bassin de la Volta a pour mission de promouvoir la concertation permanente et un développement durable pour un partage équitable des bénéfices issus de toutes les opérations de développement dans ce bassin. Et ils ont mis en place cette direction exécutive qui est l'organe d'exécution chargé de manager toutes les orientations que les instances supérieures auraient décidées. Et quels sont nos objectifs opérationnels? Comme l'a dit le mandat, nous sommes là pour promouvoir la coopération. Tout État qui se lève pour réaliser un ouvrage doit aller dans le dialogue avec les autres États pour que chacun s'accorde sur les biens et les impacts de cet ouvrage-là. C'est notre rôle. Nous sommes là également pour promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau. Vous savez, nous devenons de plus en plus nombreux. Il y a changement climatique, baisse de la pluviométrie, donc baisse des écoulements, donc baisse de la ressource disponible. Il y a un impact sur... Et les besoins sont de plus en plus nombreux. Il faut alors aller vers une gestion concertée de la ressource en eau disponible. Nous sommes là pour promouvoir les instruments nécessaires pour aller vers cette gestion concertée de la ressource naturelle, et surtout la ressource en eau pour l'agriculture, l'hydroélectricité, l'approvisionnement en eau potable des hommes comme du bétail et les industries, l'artisanat, etc. etc. D'accord. Donc ce sont entre autres missions, objectifs de l'ABV, l'autorité du bassin de la Volta. Alors, monsieur le directeur, aujourd'hui il est question de l'élaboration de la charte de l'eau pour le bassin de la Volta. Alors, pourquoi cette initiative? La charte de l'eau est un instrument technico-juridique et réglementaire qui vient fixer, qui vient clarifier les principes de gestion énoncés dans la convention que les 6 États ont signée en janvier 2007. La charte de l'eau
vient renforcer le rôle, le mandat de l'autorité, celui de promouvoir la coopération et un partage équitable des bénéfices. Cette charte, c'est le cadre global qui fixe les règles de gestion, les règles d'utilisation, de prélèvement, etc. dans le bassin sans causer de dommages aux autres pays riverains. Donc c'est un texte qui énonce, qui fixe sur la base de nos valeurs, base de solidarité, d'équité, de consensus. Cette charte vient maintenant clarifier, préciser les rôles de chaque partie prenante à l'utilisation de sa ressource. Je signale que cette charte aura d'autres annexes qui sont les tests d'application tels que la gestion concertée des ouvrages, tels que la notification des mesures projetées, c'est-à-dire un État qui a un projet doit pouvoir le déclarer par l'intermédiaire de la direction exécutive qui organise la concertation avec les autres pays autour du projet. D'accord. Et aujourd'hui, où en est-on avec cette charte? Nous sommes arrivés à Lomé pour 3 jours pour aller à la validation de ce test important dans la vie de cette jeune institution. L'ABV n'a que 11 ans aujourd'hui par rapport à d'autres organismes de bassin qui existaient il y a 50 ans en arrière. Nous faisons des pas de géant. Cette charte a connu 2 phases. La phase préliminaire, étude diagnostique, qui a aujourd'hui abouti, phase 2, à la validation du projet de la charte de l'eau. Donc nous sommes à Lomé, tous les experts avérés en matière d'environnement, en matière de tests institutionnels, etc. Les experts en GIR, 4 experts par pays, avec les partenaires, les partenaires techniques et financiers. Nous nous retrouvons ici pendant 3 jours à partir de demain pour dépouiller article par article minutieusement le contenu de cette charte-là, qui fera force de loi le moment venu quand nos États vont le signer. D'accord. Et directeur, avant de vous laisser partir, une question maintenant. C'est sûr que les téléspectateurs se la posent et ils se demandent quel sera le bénéfice. Qu'est-ce que les populations riveraines de ce fleuve du bassin de la Volta gagnent? Le premier bénéfice, je dirais, c'est que cette charte, une fois qu'il fixe les règles d'utilisation, prévient, fait de la prévention des conflits, des différends liés aux différents usages. Chaque État, chaque communauté sait désormais dans quelle proportion il peut avoir accès à telles ressources sans impacter négativement l'autre communauté. Est-ce que vous voyez? Donc, le premier avantage, c'est de prévenir les conflits liés à l'utilisation. Chacun connaît ses limites. Chacun connaît ses limites. Un État, d'accord, État souverain, mais ne peut pas se lever et réaliser. Il peut y avoir même des conflits inter-États liés à l'utilisation de cette eau si on ne se concerte pas, si on ne donne pas les informations sur les différents projets d'aménagement initiés au niveau du bassin. Et nous sommes là, la direction exécutive est là pour jouer le rôle de trait d'union, le cadre de concertation avec tous les acteurs. Nous sommes là techniques, nous sommes là administratifs et nous sommes là également politiques. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Dessoissi. Robert Yaovi, je rappelle donc que vous êtes le directeur exécutif de l'ABV, autorité du bassin de la Volta, et les experts sont donc à Lomé et à partir de demain, ils auront à valider le projet, le document, on va dire, avant d'arriver maintenant à la charte, cette charte de l'eau pour le bassin de la Volta, ce bassin commun à nous tous, à 6 pays transfrontaliers de l'Afrique de l'Ouest. Et pour poursuivre cette édition maintenant, direction Ketao dans la préfecture de la Bina, qui a célébré sa fête traditionnelle Badja
C'est une fête initiatique qui permet aux jeunes garçons de passer d'une classe d'âge à une autre. Ekpadja est une fête quinquennale, c'est-à-dire qu'elle se célèbre chaque 5 ans. Les échos de cette édition avec Nestor Mouzo. Cette danse est appelée Ekpadja. Elle est exclusivement réservée aux garçons dans leur parcours initiatique. Ekpadja se retrouve dans la Kosa, plus précisément à Kouméa et à Landa, et dans la Bina, notamment à Ketao. Selon l'histoire, c'est le premier occupant de Ketao, parti de la Kosa, qui a instauré la danse Ekpadja dans le milieu. Ekpadja est exécuté avec différents accoutrements. Ces accoutrements permettent de distinguer les danseurs selon leur niveau d'initiation. La danse Ekpadja, appelée communément Kondana, clôture les cérémonies partant des Evala jusqu'à cet instant. Et ça se célèbre durant les 5 ans. Le premier groupe Evala regroupe la première, la deuxième et la troisième année. Et dans les Evala, il y a la troisième année qui porte un chapeau couronné de plumes pour dire qu'il ferme la marche des 3 années, il a fini. Et maintenant, le deuxième groupe qui porte les pains traditionnels, accoutumés de porc kepil, vous allez dire que c'est des gens qui sont mixtes. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé le stade des Evala et ils ne sont pas des condamnés. Maintenant, les condamnés ferment la marche. Ça veut dire qu'ils ont fini toutes les cérémonies et c'est le couronnement. Cette manifestation populaire à Ketao est organisée à chaque 5 ans. Elle constitue l'apothéose des cérémonies rituelles consacrant l'entrée définitive du jeune garçon dans la classe des adultes, ce qui lui confère le droit à fonder un foyer. Et voilà donc, c'est sur les échos de la célébration de Ekpadja édition 2018 que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Juste après, vous suivrez le journal des législatives avec Gerson Dovo. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.